Bienvenue dans les récits extraordinaires de David, un podcast issu des Mindshift FR. Le dossier que nous ouvrons aujourd'hui pourrait servir de scénario à un film pour Jean Gabin. Un Jean Gabin en vieux paysan toscan qui s'appellerait Giuseppe Battistini et qui aurait eu 2 fils. Le fils aîné s'appelait Silvano. C'était un garçon sec, robuste, au visage osseux et simple. En 1952, il en eut assez de l'existence terne et dure dans les collines. Il embrassa son père et sa mère et s'embarqua pour l'Australie. « Si j'ai de la chance, je vous appellerai. Sinon, je vous enverrai ce que je pourrai de temps en temps. Il faut que je fasse ma vie et que je pense aussi à mon petit frère Pietro. » 4 ans plus tard, Silvano donne de bonnes nouvelles. Il gagne bien sa vie comme chauffeur de camion et il a rencontré une fille, Luisa De Jono, et il va peut-être l'épouser. Hélas, une autre lettre sèche et officielle, celle-là, parvient peu après au village. Elle annonce que Silvano a disparu. Sans doute est-il mort. Un mystère entoure sa fin. Le dossier de ce que l'on appellera l'affaire Jono-Battistini est ouvert. Il est ouvert mais bien maigre. Le corps de Silvano n'a jamais été retrouvé, Luisa De Jono ne peut donner aucun renseignement. En Toscane, le vieux père Giuseppe et le jeune frère discutent interminablement. L'un et l'autre sentent que derrière les communiqués laconiques de l'ambassade et de la police internationale, il y a une sombre histoire. Ils pensent que leur devoir est de la découvrir. Alors Pietro, le jeune frère, trouve à s'embaucher là-bas et part à son tour. Il entre dans la communauté fermée et hostile des Italiens de la petite ville australienne où son frère s'était fixé. Il prend contact prudemment avec les parents de Luisa De Jono, les amis et les camarades de Silvano. Mais son histoire s'achève tragiquement. On découvre un jour son cadavre dans le port de McDonald. C'est là que le dossier de l'affaire Jono-Battistini va mériter d'être choisi par Jacques-Antoine pour figurer parmi les dossiers extraordinaires de la police. Mais pour une raison tout à fait inattendue. C'est que ce dossier, une fois ouvert, ce n'est pas la police qui va le refermer, mais le vieux père Giuseppe Battistini, et vous allez le voir de quelle manière. Donc, chers amis, les 2 fils Battistini sont morts en Australie, le premier alors qu'il tentait avec succès d'y faire sa vie, le second alors qu'il cherchait à connaître le secret de la disparition du premier. Bien sûr, l'ambassade d'Italie en Australie, stimulée par le vieux Battistini, harcèle la police australienne, mais les indices sont maigres. En ce qui concerne le premier fils, Silvano, elle retrouve, bien entendu, la plupart des gens qu'il a connus, notamment les membres de la petite colonie italienne de McDonald, mais se heurte à une véritable conspiration du silence. Le corps de Silvano ne sera jamais découvert, et au début de l'affaire, sa mort n'est qu'une supposition. On a découvert, un matin, sa voiture près d'une plage. La clé de contact y était encore. Dans la boîte à gants, un paquet de cigarettes entamé, les papiers de la voiture et des bricoles sans intérêt. Sur le siège arrière, son imperméable. Impossible d'imaginer qu'il se soit noyé en se baignant, ou qu'il ait été surpris par la marée, car il faisait trop froid pour se baigner, et il est fort douteux qu'il se soit promené sur la plage sans son imperméable car il pleuvait. Par contre, il se pourrait qu'il ait emmené une autre personne avec lui, et peut-être une femme, car on a trouvé des cendres qui ne provenaient pas des cigarettes de Silvano et un mégot tout près de la voiture qui portait des traces de rouge à lèvres. Enfin, il semble bien qu'une voiture se soit arrêtée quelque temps derrière la voiture de Silvano. On aurait sans doute pu en apprendre beaucoup plus si la pluie et les badauds qui ont rôdé autour de la voiture avant l'arrivée de la police n'avaient pas complètement brouillé les traces des pas dans le sable. En ce qui concerne la mort tragique de Pietro, elle est à la fois beaucoup plus claire, bien que tout aussi mystérieuse. Le corps a été découvert par hasard, une dragueuse suceuse qui aspirait la vase dans le port a révélé sa présence. Il était ficelé comme un saucisson et alourdi de 2 grosses pierres. L'autopsie a révélé qu'il avait été tué de plusieurs coups de couteau avant d'être immergé.
L'assassinat était très récent et on a même pu déterminer le type d'arme dont s'étaient servis les meurtriers, car il semblerait bien qu'il y ait eu au moins 2 assassins d'après la direction et la hauteur des coups qui lui ont été portés. Il s'agit de lames minces et longues, probablement de ces couteaux à cran d'arrêt à la mode sicilienne. Mais, je vous l'ai dit, il y a à McDonald's une petite colonie italienne et beaucoup d'autres Italiens dans toute la région. Est-ce par solidarité, est-ce par peur? Peut-être pour les 2 raisons à la fois. Personne ne parle, et bien que la police australienne dispose d'un moyen de contrainte assez puissant, le non-renouvellement des permis de travail, l'enquête piétine. On propose au vieux père Giuseppe Battistini de rapatrier le corps de Pietro, son plus jeune fils. Il refuse. Le rapatriement se ferait à ses frais et le vieux Battistini a besoin d'argent. C'est qu'en effet, tout en pleurant ses 2 fils disparus, pesant un à un les maigres résultats de l'enquête que lui communique l'ambassade, le vieux Giuseppe passe ses longues soirées d'hiver dans sa ferme misérable à préparer minutieusement une expédition en Australie. Vous allez voir, chers amis, que c'est une étonnante histoire. Imaginez ce vieillard de 66 ans, grand, massif, noueux, toujours silencieux, au visage dur. Je vous le redis, en voyant sa photo, on pense à Jean Gabin. Ce sera son premier voyage, non seulement à l'étranger, mais même en dehors de sa province où les douces collines sont couronnées de bosquets de cyprès. Il a déjà renoncé au cigare toscan, ce redoutable et odorant luxe des pauvres. Il a écourté les séances dans l'auberge du village. Je ne mangerai pas, s'il le faut, pour ramasser l'argent dont j'ai besoin. Je chercherai un bateau, je travaillerai à bord s'il le faut, mais j'irai. Je veux voir en face les gens qui étaient autour de mes fils. Je découvrirai leurs assassins. Une vieille femme, toute ridée, écoute craintivement ces paroles. C'est l'épouse du vieux Giuseppe Battistini. Il ne connaît pas le fin fond de l'histoire, mais il sait que désormais son devoir est net. Puisque les 2 garçons sont morts, il faut qu'il prenne la relève. Qu'il tourne le dos à la maison de toujours au milieu des cyprès. Qu'il s'embarque vers le continent inconnu et qu'il aille, lui, découvrir la vérité et, s'il le faut, venger son sang. Déjà curieusement rassemblés dans un coin de la pièce, 3 éléments que le vieux semble considérer comme indispensables pour cette expédition. Une bicyclette, une paire de bottes, vieux souvenir volé à l'armée allemande, et un mystérieux petit paquet soigneusement enveloppé dans du papier sombre. Au printemps 1958, à la nuit tombante, paraît donc sur la route qui traverse la plaine en direction d'un faubourg de McDonald's en Australie, un vieillard à bicyclette. Un pareil équipage est plutôt exceptionnel dans ce pays et il fait se retourner les rares gens qu'il croise. Cet homme, bien entendu, c'est Battistini. Sur le porte-bagages de sa bicyclette, une grosse valise indique qu'il vient de fort loin. Et son équipement est des plus singuliers, avec son béret délavé, son blouson usé, son pantalon gris rayé comme on porte au mariage, et ses bottes allemandes. Méticuleusement, il appuie sa bicyclette contre le premier mur. Il entre dans la première maison pour en ressortir presque aussitôt et demande en italien aux gens qui le regardent comme une bête curieuse « Luisa Giono ». Où est Luisa Giono? Giuseppe n'est pas arrivé là par hasard. Il a soigneusement épluché les rapports de police et il est convaincu que Luisa De Giono, dont Silvano lui avait parlé dans ses lettres en termes chaleureux, est la cheville de toute l'affaire. D'ailleurs, la police australienne l'a pensé aussi, et si elle a apparemment abandonné cette piste, faute de preuves, elle n'en continue pas moins à exercer sur Luisa et ses proches une surveillance discrète. On peut être à la fois un rustique vieillard et un homme intelligent. Giuseppe, pour ne pas attirer l'attention à son arrivée sur la terre australienne, a déclaré venir en touriste pour 1 mois seulement. Et depuis, il a pris grand soin d'éviter d'entrer en contact avec la police de la région. Luisa De Giono. Où est Luisa De Giono? Répète le vieux Giuseppe. Dans ce faubourg, tout le monde ou presque est italien, donc tout le monde a compris.
mais les gens se détournent au lieu de lui répondre. On voit même un jeune homme s'éloigner discrètement, disparaître dans l'ombre en courant vers la maison du vieux et farouche De Jono aîné, frère de cette Louisa que cherche le vieillard. De porte en porte, Giuseppe Battistini, fatigué, misérable, son vélo à la main, cherche la maison de Louisa car elle a déménagé. Mais à chaque porte, c'est un visage fermé, un dos qui se tourne. Autant avoir commerce avec un spectre plutôt qu'avec cet homme-là. Enfin, lorsque la nuit tombe, le vieillard pense avoir trouvé la maison de Louisa. Il frappe à la porte et attend. Louisa semble habiter l'unique étage de cette maison isolée, entretenue dans un état de propreté rigoureuse. Il a parcouru 20 000 kilomètres, traversé en bicyclette un quart de l'Australie. Il a rusé avec tous les douaniers pour passer son mystérieux petit paquet enveloppé de papier sombre. Tout ceci pour enfin frapper à cette porte. Louisa, surprise d'une visite aussi tardive, demande avant d'ouvrir « Qui est là ?» C'est le père de Silvano. Il y a un long silence. Giuseppe frappe encore. Alors, tremblante sans doute, Louisa tourne la poignée de la porte. Mais pendant ce temps, à la sortie de la ville, De Jono aîné, le plus vieux des frères de Jono, propriétaire d'un grand bazar, fait débarrasser la table, sortir sa vieille et l'un de ses vendeurs qui demeure chez lui, puis il décroche le téléphone. Dans un appartement de McDonald's, à 40 km de là, le plus jeune des frères de Jono se lève du fauteuil où il écoutait la radio pour répondre au téléphone. Après avoir entendu quelques mots seulement, il salue sa femme et s'en va. De Jono aîné raccroche aussi. Il est arrivé en Australie bien avant la guerre. Il a fait venir successivement ses deux frères et sa jeune sœur Louisa. Celle-ci, qui est arrivée en 1952, presque en même temps que Silvano, ne s'est pas encore assimilée. Malgré le tablier à fleurs, elle est encore une paysanne italienne pauvre et digne. D'ailleurs, elle parle trop mal l'anglais pour tenir la caisse du bazar de son frère aîné. Elle a 34 ans, et sans être vraiment jolie, elle est encore fraîche et brune, sans un cheveu gris. Le vieux Giuseppe et la jeune femme sont restés quelques instants face à face, puis il est entré dans la maison. Ils n'ont rien osé se dire tout d'abord. Le premier mot vient de Louisa, qui offre une chaise et du café. Pendant ce temps, De Jono aîné attend ses frères, les sourcils froncés, bourrant lentement sa pipe, ramassant de ses gros doigts les bras de tabac qui tombent sur la table, levant le nez vers la fenêtre chaque fois qu'une voiture approche sur la route. Dans la maison de Louisa, le vieux Giuseppe a regardé autour de lui. Un enfant vit dans cette maison, qui peut avoir 5 ou 6 ans, si l'on en croit quelques jouets qui traînent et quelques vêtements qui sèchent. « Vous avez aimé mon fils ?» demande le vieux. Comme la jeune femme hésite à répondre, il répète « Répondez-moi. Je suis sûr que vous l'avez aimé. » Louisa, pâle, presque terrorisée, acquiesce d'un signe de tête. « Est-ce que vous l'aimez encore ?» Louisa répond encore affirmativement d'un signe de tête. Le vieux regarde autour de lui encore une fois. « C'est votre enfant ?» demande-t-il en montrant les vêtements qui sèchent. « Oui, » répond Louisa. « Fille ou garçon ?»« Garçon. » En vérité, tout cela, le vieux Giuseppe le sait par les rapports de police. De même qu'il sait que l'enfant serait né d'un père également italien, maçon à McDonald's, en 1952, aujourd'hui établi à Sydney. Mais il a vu l'homme. Et bien que celui-ci ait confirmé les faits, Giuseppe n'a pas été convaincu. Et voilà pourquoi il a préféré poser les questions lui-même à Louisa. Il voulait savoir comment elle répondrait. « Je peux voir l'enfant ?» Louisa esquisse un geste comme si elle voulait barrer la porte de la chambre. Mais Giuseppe s'approche, décidé à l'écarter. Elle renonce, avec un soupir de résignation. Le vieux entre donc dans la chambre. Mais pendant ce temps, une voiture à toute vitesse saute sur les cailloux et fait siffler ses pneus dans les ornières durcies sur la petite route qui vient de McDonald's. Le vieux Giuseppe s'est penché sur le lit du petit garçon.
Il le regarde longuement et murmure « Silvano ». Quand il se redresse pour regarder Louisa, son visage est encore plus sombre et plus dur. C'est son fils, n'est-ce pas? Louisa fait de la tête des signes de dénégation, mais Giuseppe devine en elle plus que de l'inquiétude, presque de l'affolement. Alors il insiste. « Si, c'est son fils. Je le reconnais bien. Non, non, je vous assure. » Pourquoi Silvano ne vous a pas épousé? Il est parti. Une autre femme? Oui. Alors le vieux s'assoit pesamment sur une chaise. Il a tout compris. Louisa, debout devant lui, se tait quelques secondes puis demande « On vous a vu entrer ici? » Oui. Alors il faut partir. Le vieux têtu fait « non » de la tête. Si, il faut partir, je vous en supplie, partez. Il n'y a plus rien à faire, partez. Vous ne pouvez plus rien changer, alors partez. Pendant ce temps, dans la rue, où la nuit est maintenant tombée, 3 hommes marchent vers la maison de Louisa. Ce sont les 3 frères de Jono, le plus vieux marche en tête. Le vieux Giuseppe Battistini est toujours assis sur sa chaise. Je vous l'ai dit, il a tout compris. Oh, ce n'était pas difficile. Son fils s'est mal conduit, c'est sûr. Il a fait un enfant à cette Louisa, puis il est parti. Alors les frères de Jono, chatouilleux sur le terrain de l'honneur, et qu'on lui a dépeint comme des hommes farouches, sinon des brutes, l'ont tué. Pour détourner les soupçons de la police, ils ont supprimé le mobile de l'assassinat en payant ce maçon italien pour qu'il se déclare être le père de l'enfant. Lorsque Pietro est venu en Australie, il a bien fallu le tuer aussi lorsqu'il découvrit la vérité. Maintenant, ce devrait être le tour de Giuseppe. C'est sans doute pour cela que la pauvre Louisa répète « Je vous en supplie, partez !» Le vieux qui tourne le dos à la porte répond toujours « non » de la tête. Alors la porte s'ouvre. Les 3 frères de Jono pénètrent en silence pour la refermer derrière eux. Louisa voit ses frères avec des yeux agrandis d'épouvante et sans dire un mot d'un mouvement imperceptible de la tête, elle fait comprendre au vieux Giuseppe le danger qui le menace. Puis, elle le prend par le bras et le force à se lever pour le conduire à la porte. Mais les 3 frères de Jono s'interposent. Giuseppe Battistini, debout, ne bouge pas. Louisa demande à ses frères de sortir. Mais ceux-ci se sont concertés, ils savaient qu'elle essaierait d'intervenir. Ils pensent que c'est de la faiblesse, que ce n'est qu'une femme, et qu'il faut agir malgré elle. C'est grâce au compte-rendu du retentissant procès qui suivit et aux journaux de l'époque que nous avons pu reconstituer les éléments de cette affaire. Nous laissons donc aux journalistes la responsabilité du dialogue mélodramatique qui, selon eux, s'instaure entre Louisa, la pauvre femme paisible et digne, devenue subitement méconnaissable, écarlate, les yeux durs, la voix sourde, et les 3 frères de Jono. « Laissez-le, dit-elle, je vous hais. »« Ce sont des chiens, dit le plus jeune des frères de Jono. « Et vous êtes des loups, répond Louisa. »« On ne peut pas faire autrement, répond l'autre jeune frère de Jono. Puis, furieux à son tour, de Jono aîné intime à Louisa l'ordre de se taire, en lui rappelant que c'est le seul droit qui lui reste. C'était le devoir des hommes de venger son honneur, et maintenant, c'est leur devoir de préserver l'avenir de la famille par tous les moyens, comme c'est son devoir à elle d'élever son enfant. Mais, pour que cet enfant, justement, ne soit pas témoin de ce qui va se passer, le vieux fait ouvrir par le plus jeune des 3 frères la porte de la cave, et l'on jette sur les marches le vieux Giuseppe Battistini, qui n'a même pas esquissé un geste de défense. La porte s'est refermée sur Giuseppe qui se relève faiblement dans l'obscurité sur les marches de l'escalier. Au moment où il tombait, il a entendu crier Louisa et comprend qu'elle se jetait sur l'un de ses frères. Mais maintenant que la porte s'est refermée, il n'entend plus que les éclats confus d'une violente discussion. Sans doute, les 3 hommes essaient-ils de convaincre leur sœur, à moins qu'ils ne tiennent une sorte de conseil, ou qu'ils éloignent l'enfant qui a dû se réveiller. Le vieux descend les marches et va s'asseoir sur une caisse. Soudain, il entend un bruit étrange. Dans la nuit, sur sa droite, il devine un soupirail.
Et devant ce soupirail, on jette des fagots et des pelletés de terre pour l'obstruer. Pour étouffer ses cris, sans doute. Aucun doute. Ces hommes sont décidés à lui faire payer de sa vie le crime de son fils, et sa curiosité à lui. Alors le vieux met la main dans une poche intérieure et sort le petit paquet de papier sombre. Soudain, la lumière s'allume. La clé tourne dans la serrure. La porte de la cave s'ouvre en raclant le sol. Le vieux voit d'abord l'ombre de leurs jambes bouger sur le mur blanchi à la chaux. Puis, ses jambes s'agitent, font bientôt un petit balai sur les marches de l'escalier. Enfin, précédant ses deux frères, le vieux Dejono apparaît tout entier, la tête baissée pour passer sous la voûte. Giuseppe Battistini, qui recule jusqu'au mur, semble arracher quelque chose à l'objet sorti du papier sombre qu'on distingue mal dans l'obscurité. Les trois hommes sont maintenant groupés au bas des marches. Le vieux Dejono s'est figé en voyant Battistini. Puis, il a un geste de recul, mais ses frères, derrière lui, n'ont pas tout de suite compris et lui barrent involontairement la route. Quand ils veulent s'enfuir, il est trop tard. Le vieux Battistini a lancé sa grenade, et comme il l'a tenue en main jusqu'à la dernière seconde, elle explose dans l'escalier avant d'avoir touché les marches. Lorsque la fumée est dissipée, Giuseppe Battistini quitte le fond de la cave, passe devant le vieux Dejono inerte et monte les marches, sans même jeter un regard sur les deux frères blessés qui le regardent passer avec des yeux agrandis de stupeur. Giuseppe ayant succombé à un cancer pendant sa détention préventive, il n'y aura qu'un procès d'assises, encore n'aura-t-il pas le retentissement qu'on pouvait en attendre, car il y manquera les deux vedettes, Dejono aîné étant mort sur les marches de l'escalier de la cave. Luisa Dejono, d'abord inquiétée pour complicité et non-dénonciation d'assassinat, fera l'objet d'un non-lieu grâce aux déclarations que fera Giuseppe avant de mourir et aux témoignages de ses frères qui permirent d'établir que Dejono aîné avait exercé sur elle une terrifiante contrainte. Quant aux deux frères Dejono, après avoir avoué leur participation au crime, ils essayèrent par la suite de se décharger le plus possible sur leur aîné, mais on saura par eux comment est mort Silvano. Ils réussirent à convaincre Luisa de l'emmener auprès de cette plage. Là, ils le tuèrent et l'emmenèrent dans la malle arrière de leur voiture jusqu'à une falaise où ils le jetèrent à la mer. On ne retrouva jamais le corps, sans doute les requins se chargèrent-ils de le faire disparaître. Leurs avocats n'auront aucune peine à obtenir les circonstances atténuantes en démontrant d'abord qu'ils étaient deux êtres faibles, complètement dominés par la terrible personnalité de Dejono aîné. Il y eut ensuite des couplets délirants sur le code de l'honneur propre à certaines populations de l'Italie du Sud qui constituent en soi une loi très ancienne qu'il est difficile pour des gens d'intelligence médiocre de concilier avec nos lois modernes. Mais le plus émouvant de cette histoire, c'est que Luisa, fâchée avec ses frères, vit maintenant en Italie, dans le village même de Giuseppe Battistini, car c'est auprès de la vieille Madame Battistini qu'elle choisit d'élever son fils, qui, ainsi, faute d'avoir un père, eut au moins une grand-mère. Vous venez d'écouter le récit extraordinaire de David, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Mindshift FR Studio. Et composition musicale, Charlie Productions, Daniel Gudy. Direction artistique, Xavier Andam. Patrimoine sonore, Éric Malceau. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement.